bienvenue. Et si on se disait que, au fond, un smartphone et une simple ampoule parlent exactement le même langage? Eh bien aujourd'hui, on va décoder ce langage, les principes de base qui animent toute notre technologie. C'est parti. Tout ce qu'on va voir aujourd'hui, ça vient de cette simple page de notes. Il faut voir ça un peu comme la pierre de Rosette de l'électronique. C'est notre plan, notre guide pour comprendre comment l'énergie bouge et se transforme dans n'importe quel circuit. Bon, par où est-ce qu'on commence? Eh bien, comme pour construire quelque chose en Lego, il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'une brique. En électricité, cette brique de base, ça s'appelle un dipôle. Alors voyons voir ce que c'est. Voilà, c'est aussi simple que ça. Un dipôle, c'est un truc avec deux bornes. Deux points de connexion, un point d'entrée, un point de sortie. Une pile, une résistance, un moteur, ce sont tous des dipôles. C'est vraiment l'atome de base de tous les circuits. Et là, tout de suite, le monde se divise en deux. On a deux grandes familles. D'un côté, il y a les dipôles qu'on appelle passifs. Eux, ils se contentent de recevoir de l'énergie et de la dissiper, souvent en chaleur. Et de l'autre, on a les actifs. Eux, ils sont capables de faire plus, de convertir ou même de fournir de l'énergie. C'est la première grande distinction à comprendre. Allez, commençons par le plus simple, le plus fondamental des composants passifs, le résistor. Son seul boulot, son unique raison d'être, c'est de résister, de freiner le passage du courant. C'est la toute première pièce de notre puzzle. Si on retourne sur notre fameuse feuille de notes et qu'on zoome juste ici dans la section récepteur passif, on trouve le résistor. Tout ce qu'il y a à savoir est là, bien résumé, sa loi, comment elle gère la puissance, tout y est. Et là, on tombe sur la règle d'or de l'électricité, la loi d'Ohm. U égale R fois I. C'est une formule d'une simplicité désarmante, mais elle est incroyablement puissante. En gros, ça nous dit que la tension U à ces bornes, c'est juste le résultat du courant I qui galère à passer à travers la résistance R. C'est direct, c'est simple, c'est prévisible. Ok, mais cette énergie que le résistor consomme, elle devient quoi? Elle ne disparaît pas comme par magie. En fait, elle se transforme. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Toute l'énergie électrique qui entre dans le résistor en ressort sous forme de chaleur. C'est exactement pour ça que nos chargeurs de téléphone, nos ordinateurs, chauffent. Ce graphique, il montre ça parfaitement. C'est limpide. La tension est toujours proportionnelle au courant. Si on double le courant, on double la tension. C'est une belle ligne droite. C'est cette relation super simple et linéaire qui est au cœur du résistor. Allez, on passe au niveau supérieur. On oublie pour un instant les composants qui ne font que dissiper de la chaleur. Intéressons-vous maintenant à ceux qui font quelque chose d'utile, qui produisent un travail. Et pour ça, le meilleur exemple, c'est le moteur. Alors regardez sa loi. Elle ressemble beaucoup à celle d'un résistor, U égale R fois I, mais il y a un invité surprise, ce E'. Ce petit ajout, ça change absolument tout. C'est comme si le moteur était un résistor qui, en plus de chauffer un peu, produisait quelque chose de concret, du mouvement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux E'? C'est ce qu'on appelle la force contre-électromotrice. En des termes plus simples, c'est une sorte de poussée en retour que le moteur génère lui-même quand il se met à tourner. C'est la preuve physique qu'un travail mécanique est en train de se faire. Plus le moteur tourne vite, plus il repousse le courant qui essaie d'entrer. Ce schéma montre très bien comment le gâteau est partagé. Toute l'énergie qui entre dans le moteur, elle se divise en deux. La plus grosse part, on l'espère, c'est la puissance mécanique utile, celle qui fait tourner les choses. Et la petite part, ce sont les pertes inévitables en chaleur, à cause de sa résistance interne. Et ça, bien sûr, ça nous amène à une question cruciale, celle du rendement. C'est un peu le bulletin de notes du moteur. Quel pourcentage de l'énergie qu'on lui donne est vraiment transformé en travail utile? L'objectif, c'est de s'approcher des 100%, mais dans la vraie vie, chaque petite perte sous forme de chaleur fait baisser ce score. Bon, on sait comment on utilise l'énergie, comment on la transforme en mouvement, mais à la base, elle vient d'où cette énergie? Il est temps de rencontrer la source de tout, la dernière pièce maîtresse de notre puzzle, le générateur. Regardez bien cette loi et comparez-la à celle du moteur. La première chose qui doit sauter aux yeux, c'est ce signe moins. U égale E moins R fois I. Ce simple petit trait, c'est toute la différence entre donner de l'énergie et en consommer. C'est ça la clé de tout le système. Ce E majuscule, c'est la force électromotrice. C'est le potentiel à l'état pur. C'est la tension maximale que le générateur pourrait donner dans un monde parfait s'il n'avait aucune perte à l'intérieur. C'est en quelque sorte sa promesse de puissance brute. Sur notre feuille, on trouve aussi cette formule un peu spéciale ICC pour courant de court-circuit. C'est une valeur théorique, une valeur extrême. Elle nous dit quel serait le courant maximal absolu si on reliait directement les deux bornes du générateur. C'est une situation dangereuse à éviter, mais ça donne une idée de la limite de puissance de la bête. Parfait, on a maintenant toutes nos briques, le résistor qui freine, le moteur qui travaille et le générateur qui alimente. Maintenant, on va assembler tout ça pour voir le tableau complet, pour suivre le voyage de l'énergie du début à la fin.
Et voilà, mis côte à côte, tout devient clair. Le moteur, avec son signe plus, a besoin de plus de tension pour fonctionner, car il doit vaincre sa propre force interne. Le générateur, lui, avec son signe moins, voit sa tension disponible baisser un peu à cause de sa résistance interne. C'est la même physique, mais vue dans un miroir. L'un consomme, l'autre fournit. C'est aussi simple et élégant que ce changement de signe. On peut donc résumer le voyage de l'énergie. Étape 1, la génération. Le générateur crée la force de départ. Étape 2, le flux. Cette force pousse un courant à travers tout le circuit. Étape 3, le travail. Le moteur attrape une partie de ce courant pour créer du mouvement. Et enfin, étape 4, la perte. À chaque instant, tous les composants, sans exception, perdent un peu d'énergie sous forme de chaleur. Et la boucle est bouclée. En fait, c'est la meilleure façon de voir les choses. Un circuit électrique, ce n'est pas juste un schéma technique froid. C'est une histoire. C'est le récit du voyage de l'énergie. D'où elle part, quel travail elle accomplit et comment une partie se perd inévitablement en chemin. Allez, pour finir, une petite question pour la route. Pensez à un objet tout simple, une lampe de poche à pile. Maintenant qu'on a toutes les clés en main, sauriez-vous dire qui est le générateur, celui qui fournit le fameux E, et qui est le récepteur? C'est en appliquant ces idées simples aux objets du quotidien qu'elles prennent vraiment tout leur sens.